parti. Alors, premier point qu'on va voir ensemble, vous m'avez interrogé sur l'arrêt Bowater. Je vais donner une minute de clarification sur l'arrêt. Je sais que c'est une question qui est toujours un peu compliquée à comprendre, cette question des clauses léonines, sans qu'on fasse ici une séance de travaux dirigés géante. Ce qu'il faut retenir surtout de l'arrêt Bowater, c'est qu'avant cet arrêt, les choses ne sont pas claires parce qu'il y a un danger de voir qualifier de clauses léonines des promesses qui ont été consenties entre associés. Vous rentrez dans la société, vous achetez 50% ou 40% du capital et moi je m'engage à vous racheter vos actions dans 5 ans ou avant si un événement particulier survient. Et on dit déjà, parce qu'une promesse, il faut qu'elle comporte un prix déterminé ou déterminable, et si on disait simplement à la valeur qui sera la leur dans 5 ans, tout irait bien, parce que on ne se poserait pas de questions particulières, parce qu'on dirait, eh bien, dans 5 ans, si la valeur a baissé, elles seront rachetées à la valeur réelle. Si la valeur a monté, elles seront rachetées à la valeur réelle. Le problème, c'est que dans cette promesse, soit on va dire que le prix, il est fixe, il est déterminé par avance, soit on va dire que le prix, il est au moins de temps. Et le problème, c'est que si on dit ça garantit à celui qui bénéficie de la promesse, le bénéficiaire, qu'il pourra récupérer indirectement l'apport qu'il a fait. C'est clair ça ou pas? Oui? Pas bien? C'est un silence compréhensif. Donc, l'idée, c'est celle-là. C'est que on est dans les relations entre associés, mais la promesse, c'est une forme de garantie que celui qui en bénéficie pourra récupérer tout ou partie de son apport. Et du coup, avant l'arrêt Bowater de 86, la jurisprudence remettait en question certaines de ces promesses. Parce que l'article 1844-1 du Code civil est écrit, vous vous rappelez, d'une manière qui est très large et donc qui pouvait inclure cette interprétation. L'arrêt Bowater, il vous dit quoi? C'est typiquement la situation dans laquelle alors là c'est une société qui devient associée d'une autre, et c'est une société qui prend l'engagement de racheter les actions d'une autre, et quand on lui demande d'exécuter la promesse, donc un autre associé lui demande d'exécuter la promesse d'achat qu'elle a prise, promesse qui comporte un prix minimum. Et à ce moment-là, cette société associée, mais peu importe que ce soit une société, cet associé qui avait pris l'engagement de racheter les actions d'un autre pour un certain prix, dit « Désolé, je viens d'ouvrir mon code civil et j'ai trouvé un article qui dit que la promesse n'est malheureusement pas valable, je suis désolé, je ne peux pas racheter pour 5 millions de francs à l'époque, ce qui doit valoir 1 million de francs peut-être. Donc voilà, je vous aurais bien fait ce plaisir-là. Je m'y étais même engagé en signant un papier il y a quelques années, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, hein, le droit, vous savez, c'est bête et méchant, les juristes de toutes les manières. Bon, donc, que se passe-t-il? La Cour de cassation va dire, alors la Cour d'appel donne effet à la promesse, et la Cour de cassation va approuver la Cour d'appel en disant que la Cour d'appel a décidé à bon droit que la convention litigieuse, la promesse, ne porte pas atteinte au pacte social. Et là où l'arrêt Bowater est vraiment important, c'est que la Cour de cassation vous dit est prohibée par l'article 1844-1 du Code civil la seule clause qui porte atteinte au pacte social. Il ne peut en être ainsi, s'agissant d'une convention, même entre associés, c'est pas la peine de recopier, hein, mais je vois que vous écoutez avec attention, c'est dans votre fiche de travaux dirigés et c'est sur Légifrance. Il ne peut en être ainsi, s'agissant d'une convention, même entre associés, dont l'objet n'était d'autre, sauf fraude. C'est toujours bien de dire sauf fraude. Tu viens dîner ce soir? Oui, sauf fraude. Donc, que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux. Donc,
promesse de rachat de droits sociaux, il faut nécessairement qu'il y ait un prix déterminé ou déterminable. Là, le prix, il est en partie déterminé. C'est un prix qui sera calculé d'une certaine manière, mais qui, au minimum, est de temps. Eh bien, peu importe s'il n'y a pas fraude, c'est-à-dire si en réalité le but n'est pas de faire que celui qui bénéficie de la promesse n'est pas du tout un associé, eh bien, la promesse est valable. La prohibition des clauses léonines, ça ne concerne que le contrat de société, pas cet autre contrat qu'est la promesse. Mais après, comme je vous l'avais expliqué de manière assez détaillée, après, ça a commencé à être moins clair entre les promesses unilatérales croisées, la fenêtre, risque maintenu sur l'associé un minimum. Bon, voilà. On laisse derrière nous, ou plutôt devant vous, pour votre approfondissement en travaux dirigés, la question des clauses léonines. Vous savez, je prends 30 secondes un instant, vous savez que ce cours, il est filmé, il est en direct, vous pouvez intervenir, vous savez que vous pouvez le revoir, je prends du temps pour le mettre sur YouTube toutes les après-midi après le cours. Il y a un petit débat sur les réseaux sociaux ce matin avec quelques collègues sur est-ce que c'est une bonne chose ou non de faire ça. Voilà, je ne fais que poser la question ici. Un de mes collègues disait c'est une boîte de Pandore de faire ça parce que après, alors il y a le danger que tout le monde se sente obligé de le faire, mais je ne crois pas que ça soit une contrainte absolue qui pèse sur mes collègues. Il y a aussi l'idée que le ministère de l'Enseignement supérieur pourrait décider, c'est pas moi qui formule, c'est critique, pourrait décider de supprimer tous les profs de fac et de remplacer tout par un prof unique par matière. À mon avis, on n'en est pas là. Et je l'ai dit et écrit à plusieurs reprises, je pense que ce serait une bonne chose que les cours magistraux soient plus souvent sous forme uniquement enregistrés et filmés, et qu'on se retrouve pour discuter des points, que, à la rigueur que vous ayez vu le cours chez vous avant, et que quand on vienne, mais ça ressemble déjà pas mal à un TD, ce que je suis en train de décrire, mais on pourrait avoir un cours intermédiaire qui serait un cours où on ne verrait que les questions vraiment difficiles, ou les questions vraiment d'actualité, où on ferait des choses un peu différentes du TD. Voilà. Mais le débat est ouvert, je ne suis pas là pour imposer à qui que ce soit des choses que j'expérimente. Jusqu'à présent, j'ai trouvé que dans le court laps de temps, ce n'est que la 3e année où j'essaye ça, j'ai trouvé que les résultats étaient plutôt positifs. Et voilà, ça nous a permis au printemps dernier de continuer à faire cours en dépit des blocages des bâtiments de l'université. J'ai pu faire cours de mon salon. J'ai été attaqué par un chat pendant que je faisais cours. Mais voilà, en dépit des risques qu'il peut y avoir à ce genre d'expérience, pour le moment, je continue. Mais voilà, je suis ravi de discuter avec tout le monde et je ne veux pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Après, je trouve que c'est aussi du devoir quand même des enseignants de se demander si il ne faut pas changer un peu notre méthode pédagogique. Voilà, je ne dis pas qu'il faut la changer, je dis qu'il faut réfléchir à la changer. Maintenant qu'une partie de la profession me déteste, je peux continuer le cours. Donc, hier, on s'était quitté sur la question de la responsabilité des personnes morales, responsabilité pénale des personnes morales. Et j'avais arrêté d'évoquer le sujet en disant simplement que dans l'article 121-2 du Code pénal, on vous dit quoi? On vous dit les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Je ne réponds pas à tous les gentils messages qui passent, de même que je ne répondrai pas à tous les méchants messages qui finiront bien par passer. Donc, infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Ça veut dire que pour que la responsabilité pénale d'une personne morale soit retenue, il faut que qu'une infraction ait été commise par un organe ou un représentant. Et donc, on l'a dit hier, un organe ou un représentant, ce n'est pas juste un salarié ou un préposé. Il faut caractériser
le fait que c'est un organe légal ou statutaire, exemple administrateur, gérant, président, ou que c'est un représentant, c'est-à-dire quelqu'un qui a un mandat ou on dit aussi une délégation de pouvoir. On en parlera un peu plus en détail, mais c'est un mandat qui est donné à un salarié de la société pour faire ça. Donc c'est vrai que c'est un peu curieux parce que pour commettre une infraction et engager la responsabilité de la personne morale, il faut avoir reçu un mandat. En fait, c'est une forme de filtre, c'est-à-dire que ce ne sont pas toutes les infractions qui sont commises dans le périmètre de la société qui engagent sa responsabilité pénale. Il faut que ce soit des personnes, entre guillemets, qualifiées, qui ont reçu un certain niveau d'accréditation. Bon. Donc, on a ce critère, mais ce critère, les juges l'ont apprécié suivant les périodes, avec plus ou moins d'exigences. Il faut aller regarder la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, sans faire de tableau jurisprudentiel archi-détaillé. On peut relever quand même qu'à un moment donné, la chambre criminelle a été moins exigeante. On cite un arrêt de la chambre criminelle du 20 juin 2006 qui disait la chose suivante: on peut engager la responsabilité pénale de la société sans avoir à préciser la personne physique auteur de l'infraction. Donc ça c'est criminel le 20 juin 2006. On peut engager la responsabilité pénale de la société sans avoir à préciser l'auteur de l'infraction, dès lors que l'infraction n'a pu être commise que par un organe ou représentant de la société. Donc, pas besoin de dire qui a fait quoi si une infraction a été commise et qu'on se dit que c'est forcément un dirigeant de la société qui a fait ça. Eh bien, on peut considérer que la société est pénalement responsable. Le risque étant qu'on retienne trop facilement la responsabilité pénale de la société. Et puis, après, la Cour de cassation, on cite un autre arrêt du 11 octobre 2011, la Cour de cassation a montré plus d'exigence, plus de sévérité. Elle a demandé qu'on identifie si les actes commis étaient imputables à un organe ou à un représentant. Donc la Cour de cassation a dit « ça ne suffit pas de dire c'est forcément un organe ou un représentant, il faut identifier l'organe ou le représentant en question ». Aujourd'hui, alors c'est une jurisprudence qui est assez abondante, qui pose assez peu de principes, ou du moins quand elle en pose, elle peut revenir dessus en partie. L'idée aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas se contenter, dans cette jurisprudence, si on la regarde, il ne faut pas se contenter de dire que c'est forcément un organe ou un représentant qui a commis l'infraction. Ça ne suffit pas. Et si les juges du fond se contentent de dire ça, leur décision sera cassée s'ils ont retenu la responsabilité pénale de la personne morale. Mais, en même temps, ça n'est pas nécessaire d'identifier Monsieur X ou Madame Y comme ayant commis l'infraction. La responsabilité pénale de la personne morale peut être retenue, même si on ne sait pas précisément qui est la personne physique qui a commis l'infraction. Mais il faut quand même
identifier quel organe ou quel représentant. Ça peut aller de dire un administrateur ou les administrateurs. Ce n'est pas la peine de savoir que c'est forcément telle et telle personne qui ont voté pour la décision. Donc, on a aujourd'hui dans la jurisprudence, si vous regardez la jurisprudence de la Cour de cassation ou chambre criminelle, il y a un degré intermédiaire, on va dire. Un exemple, c'est l'arrêt de la chambre criminelle du 18 juin 2013. Tous ces arrêts sont publiés au bulletin. Donc, chambre criminelle 18 juin 2013. Pas besoin d'identifier précisément quelle personne physique a commis l'infraction, mais il faut rattacher l'infraction à un organe ou à un représentant de manière, de manière établie. On ne peut pas se contenter de dire c'est forcément quelqu'un qui agissait pour la société. Il faut faire le lien avec un organe ou avec quelqu'un qui avait une délégation de pouvoir ou un membre. Donc, ça c'est sur la responsabilité pénale des personnes morales, et donc le fait d'être une personne morale pour la société, eh bien ça entraîne la capacité à commettre des infractions. Je vois une question qui est posée. Dans ce cas, la responsabilité pénale du mis en cause ne peut-elle pas être engagée si vous avez trouvé une personne physique dont vous savez qu'elle a commis l'infraction? On sait que c'est monsieur X qui n'a pas vérifié que les normes de sécurité étaient respectées. Et un salarié s'est blessé. Monsieur X, c'est le président de la société. Dans ce cas-là, monsieur X, il est responsable pénalement, blessure par imprudence, et la société peut voir sa responsabilité pénale engagée. Maintenant, beaucoup de salariés se sont succédés au poste de responsable de la sécurité de l'entreprise. Il y a eu 3 salariés sur une période de temps très courte. On ne sait pas lequel des 3 est vraiment à l'origine de l'infraction. Mais on sait que c'est forcément le salarié qui avait la délégation de pouvoir sécurité. On ne sait peut-être pas pour le moment lequel des salariés a commis l'infraction, mais on peut déjà engager la responsabilité pénale de la personne morale parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui avait une délégation de pouvoir pour la sécurité qui a commis l'infraction. Et donc une délégation de pouvoir, c'est un représentant. Et donc, il a pu engager la responsabilité pénale de la personne morale. Si on identifie la personne, premier exemple, monsieur X, le président, on identifie la personne, est-ce que cette personne est responsable pénalement? Oui, parce que l'article 121.2 vous le dit précisément, la responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle de la personne physique qui a commis l'infraction. Donc, en principe, il y a responsabilité pénale aussi de cette personne. Mais dans la pratique judiciaire, on sait que quand la personne morale est condamnée, il est moins fréquent que la personne physique soit aussi condamnée. Alors, quand c'est des faits intentionnels, c'est sans doute moins vrai. Mais si on veut sanctionner un manquement à des obligations de sécurité, par exemple, peut-être qu'on va moins condamner le dirigeant qui, on va dire, c'est de la faute. Le dirigeant n'a donné aucune délégation de pouvoir. Donc c'est lui qui est resté responsable de la sécurité de l'entreprise. Mais c'était une grande entreprise, il y avait plein de chantiers à surveiller, il a fait une erreur en ne donnant pas de délégation de pouvoir, mais c'est peut-être injuste, vont considérer les juges trop sévères de le sanctionner. Donc peut-être que, en ayant sanctionné, en ayant mis une amende importante à la société, ils vont considérer qu'il y a moins besoin de retenir la responsabilité pénale du dirigeant personne physique. Mais ils n'y sont pas obligés, c'est le juge qui décide, et le texte dit bien que ce n'est pas une cause d'exonération de dire
Mais moi, désolé, quand je vous frappe ou quand je vous vole, je le fais au nom d'une société, donc subissez et allez voir la société là-bas en attendant. Voilà. Donc, voilà. Si en revanche, on n'a pas, je réponds à une autre question, mais si on n'a pas clairement identifié la personne physique auteur de l'infraction, on peut avoir un schéma dans lequel la personne morale seule est condamnée. Et là, pour le coup, on peut se dire le système est intéressant parce qu'il permet de sanctionner pénalement quelqu'un, même si ça n'est pas une vraie personne, même si c'est une personne morale. Ça, c'était sur la responsabilité pénale des personnes morales. J'en parlais parce qu'on parle de la capacité, et donc la capacité, je l'ai dit hier, c'est le premier élément, le plus important, le plus caractéristique de la personnalité morale. Être une personne juridique, ça veut dire avant tout pouvoir être titulaire de droits et d'obligations. Quand vous avez des débats actuellement sur faut-il reconnaître la personnalité juridique des animaux, faut-il reconnaître la personnalité juridique des robots, eh bien on se pose la question de savoir s'il faut leur reconnaître des droits ou des obligations. Pas pour les mêmes raisons. Les animaux, c'est parce qu'ils sont gentils et mignons, et donc on se dit que s'ils ont des droits, personne ne pourra plus leur couper les moustaches ou des choses horribles comme ça, alors que les robots, c'est parce qu'on se dit, à l'avenir, les robots vont passer leur temps à nous embêter, et donc on aimerait bien, c'est pas Nono le petit robot, mais c'est une autre génération, vous ne connaissez pas, et donc on aimerait bien pouvoir retenir la responsabilité des robots. Je ne sais pas si c'est si indispensable que cela, parce que si le robot vous casse un bras mais n'a pas d'argent pour vous rembourser, à moins qu'il ait pris une assurance dommages contre les humains, je ne suis pas sûr que ça soit très utile, mais voilà, ça sera sympa, les robots auront la personnalité morale. Ceci dit, quand vous recevez des mails aujourd'hui, souvent c'est un robot qui l'a écrit, et quand vous parlez parfois avec des voix, ça n'est pas un humain qui vous parle, donc pourquoi pas, après tout, ça le robot, je vais engager ta responsabilité civile, aujourd'hui ils peuvent vous répondre, non, tu ne peux pas, je n'ai pas la personnalité juridique, oui. Est-ce que ça fonctionne avec la responsabilité du fait du préposé ? Même pas, parce que le robot, c'est pas un préposé. Non, en réalité, ça fonctionne avec la responsabilité soit du fait des choses. Le robot, c'est une chose qui fait n'importe quoi et qui engage la responsabilité de son gardien, soit avec la responsabilité directe, parce que vous avez mis sur le marché un robot tueur et il passe son temps à assassiner les gens, et c'est quand même pas très bien. Bon. Après cette merveilleuse imitation de robot, je reviens aux personnes morales de société. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire sur leur capacité ? Est-ce que la capacité des sociétés, c'est une capacité pleine et entière, comme celle des personnes physiques ? On a dit hier que les personnes physiques, par principe, avaient la capacité de faire tous les actes, sauf exception. Et les exceptions, c'est par exemple les mesures de protection accordées aux mineurs ou majeurs protégés. Ça peut être aussi des sanctions ou des interdictions. Et j'ai pris l'exemple de l'interdiction de la contrepartie. Si on vous donne mandat pour vendre un bien, vous ne pouvez pas revenir 3 minutes après en disant « ça y est, j'ai trouvé un acheteur, bon, j'ai durement négocié, le prix est beaucoup plus bas que prévu, mais j'ai signé parce qu'une occasion comme ça ne se reproduit pas. D'ailleurs, c'est moi qui viens d'acheter le bien. Voilà. Pour éviter ça, on interdit purement et simplement à celui qui a reçu mandat de vendre un bien de se porter acheteur du bien, de se porter contrepartie. Mais ça, c'est les personnes physiques. Les personnes morales, comment ça marche ? Les personnes morales, leur capacité, déjà, c'est moins évident de l'identifier. Tout d'abord, la capacité des personnes morales, elle est perturbée par une chose, c'est la notion de finalité légale. Vous vous rappelez que dans le Code civil, on vous dit que les sociétés, elles ont pour but de permettre le partage d'un bénéfice entre, oui, je parle mal des robots, il y en a qui disent l'amphi, mais bon, voilà, êtes-vous bien humaine. Donc, c'est le fait de
Le but de la société, c'est le partage d'un bénéfice entre les associés ou le fait de leur faire profiter d'une économie. Donc ça, c'est le but de la société, la finalité légale de la société. Déjà, ça perturbe un peu la capacité, parce que ça veut dire que la société, elle n'existe que pour ça. Donc on pourrait se dire que si la société fait des choses qui n'ont rien à voir avec cet objectif, exemple, la société lance une campagne de publicité pour la défense de l'environnement, on pourrait se dire que on est hors de la finalité légale de la société. Ça n'est pas rattachable au but que lui a donné le législateur, et la société pourrait être tentée de dire « moi je ne paye pas la campagne d'affichage publicitaire que j'ai commandée parce que, peut-être que le président a changé, mais parce que surtout, eh bien, ça ne se rattache pas à ma finalité légale ». Ça, c'est une première chose qui pourrait perturber la capacité. Ça n'est pas dit dans les textes, mais on est quand même dans l'idée que si une société fait quelque chose qui est entièrement étranger à son objectif légal, on pourrait contester la validité de cette pratique. Premier obstacle, première restriction à la capacité des personnes morales. Autre restriction à la capacité des personnes morales, c'est une restriction naturelle. Il semblerait que les personnes morales ne soient pas des vraies personnes. Et donc, si ce ne sont pas des vraies personnes, il y a des choses que les personnes morales ne peuvent pas faire. Où tu vas? Je sors, je vais à une soirée chez une personne morale. Ça peut passer parce qu'une personne morale, une association, une société peut organiser une soirée. Qui c'était dans la voiture avec toi? Oh, c'était une personne morale, moins crédible. Donc il y a des choses que les personnes morales ne peuvent pas faire, ou alors artificiellement. Une personne morale ne peut pas se marier, mais elle peut faire une fusion, ce qui peut ressembler un peu. Après, elle peut faire une scission. Bon, on verra ces opérations particulières, mais voilà, bien évidemment, il y a des choses que la personne morale n'a pas, mais des fois, c'est pas si évident. Là, je vous fais rire avec le mariage parce que c'est évident, voilà, il n'y a pas encore le droit à se marier avec une personne morale, mais je ne sais pas ce que ça peut donner. Je suis marié avec une société qui a des milliers d'actionnaires, inquiétant. En tous les cas, certains droits leur sont reconnus. Si vous dites qu'une personne morale, ça peut faire des contrats et ça peut agir en justice. Ça veut dire qu'elle a, si elle peut agir en justice, il faut lui reconnaître sans doute un droit au procès équitable. C'est un plaideur, elle va devant le tribunal, elle a les mêmes droits qu'aurait une personne physique devant le tribunal. Donc, droit au procès équitable, on peut se dire que certains droits fondamentaux vont bénéficier aux personnes morales. Est-ce qu'une personne morale, ça a un droit au respect de sa vie privée? Est-ce que ça peut avoir une vie privée, une personne morale? C'est curieux. Journal intime d'une société anonyme. C'est pas mal comme titre de roman, je le laisse, mais voilà, les juristes qui écrivent des romans, c'est dangereux. En tous les cas, de manière générale, ça semble compliqué de leur reconnaître ces droits-là. Je suis en train de retrouver, voilà, j'ai sous les yeux les références jurisprudentielles. Ponctuellement, on va leur reconnaître certains droits, droit à la protection de leur nom, droit au respect du secret de leur correspondance. Mais, en revanche, par exemple, un arrêt de la Cour de cassation civile première, 17 mars 2016, leur nie
le droit de se prévaloir d'une atteinte à la vie privée, au sens de l'article 9 du Code civil. Dans cet arrêt, vous avez un système de, oui, confidentialité des comptes, si c'est l'atteinte au secret bancaire qui protège le client d'une banque, par exemple, ou l'atteinte à un autre secret professionnel. Une société peut se prévaloir de ce secret professionnel, pas le secret médical, sans doute. Voilà, je suis médecin pour personne morale, c'est un vrai travail ça. Donc pas le secret médical sans doute, mais d'autres secrets professionnels. Oui, le secret de l'avocat, par exemple, un avocat qui va publier des informations sur un de ses clients en société, il aura le même type d'ennui que s'il avait publié des informations sur un client personne physique. Mais dans l'arrêt, par exemple, de mars 2016, civile première, 17 mars 2016, ça concerne une société dont les locaux sont en partie filmés par un réseau de caméras de surveillance installé par une autre société. Et du coup, on peut filmer les allées et venues des salariés de la société. Est-ce qu'il y a une atteinte à la vie privée de la société dont les salariés sont filmés? Non, dit la Cour de cassation. En revanche, chaque salarié pourrait invoquer une atteinte au respect de sa vie privée. Donc on leur reconnaît ponctuellement des droits dont pour certains on pouvait penser qu'ils étaient réservés aux personnes physiques. Est-ce qu'une personne morale pourrait être un consommateur ? Bon, on a eu des approches différentes. Consommateur, c'est peu probable, du moins la jurisprudence est plutôt hostile, mais en revanche, considérer qu'une personne morale peut être un non-professionnel, ça oui, une association, une société civile, ont pu être considérés comme des non-professionnels au regard d'une activité déterminée. On comprend que si on est en train de parler d'actes qui sont dans l'objet de la personne morale, dans l'objet social de la personne morale, pour le coup, elle va avoir du mal à dire qu'elle n'est pas un professionnel. Elle est créée pour cette activité. Après, quel pourrait être l'argument pour dire que la personne morale n'était pas tant un professionnel que ça ? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée ? Imaginez que vous êtes l'avocat d'une personne morale et vous essayez d'invoquer le droit de la consommation. Et on vous dit, ça va, c'est pour une activité qui est dans vos statuts. Qu'est-ce que vous pourriez dire ? L'idée, c'est de réduire l'importance des personnes morales. Oui ? Exactement. La personne physique, le dirigeant par exemple, était très inexpérimenté, il avait 18 ans à peine, c'est la première fois qu'il dirige une entreprise, et donc vous pourriez soutenir que, tentez de le faire au moins, que, eh bien, il fallait prendre en considération la personne physique du dirigeant. C'est vrai que quand on se demande si une société est de bonne ou de mauvaise foi, eh bien on va aller regarder si les dirigeants avaient connaissance ou non d'une information. Donc ça pourrait être une solution cohérente de dire qu'on regarde l'expérience ou la qualité professionnelle des dirigeants. Donc, spécialité légale, c'est une première restriction à la capacité. Ensuite, le fait que ce ne sont pas des vraies personnes, c'est une autre restriction à la capacité. Il y a des actes que par nature, les personnes morales ne peuvent pas faire. Et puis, troisième restriction, on en a parlé hier, c'est l'objet social. Avec ici une distinction importante à connaître. En principe, une société n'est pas engagée vis-à-vis des tiers par les actes qui sortent de son objet social. Donc ça, c'est le principe.
pour qu'une société soit valablement engagée par un acte vis-à-vis des tiers, il faut aller regarder l'objet de la société. Je prends un exemple dans le droit spécial. On ne nous le dit pas dans les textes généraux, mais on va nous le dire par exemple, article 1849 du Code civil. On nous dit, dans les rapports avec les tiers, le gérant de la société civile, on est dans un article sur la société civile, le gérant de la société civile engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Ça veut dire que si vous contractez, et les avocats qui nous suivent pourront donner des confirmations ou nous dire jusqu'à quel niveau de détail on va dans cette vérification, mais si vous contractez avec une société civile, il faut demander à voir les statuts de la société, ça semble étonnant, hein, mais il faut demander à voir les statuts de la société pour regarder la clause sur l'objet social et voir si vous pouvez ou non faire, enfin si la société peut ou non faire le contrat avec vous. Vous voulez vendre, je ne sais pas moi, un Zodiac, donc un bateau gonflable que vous avez, vous voulez le vendre à une société. Est-ce que l'acte est nécessairement valable ? Si c'est une société civile, il faut aller chercher les statuts de la société pour regarder si son activité lui permet d'acheter un bateau de ce type. Imaginons que la société Michelin qu'on évoquait hier soit une société civile. On regarde ses statuts et on voit toutes opérations et entreprises se rattachant à la production, la fabrication et la vente de caoutchouc. A priori, ils vont peut-être fondre mon bateau pour en faire une grosse boule de caoutchouc et l'utiliser pour quelque chose d'autre. Ça marche avec un Zodiac, ça marche moins avec un voilier en bois. En tous les cas, si, pour les sociétés civiles et pour les autres sociétés de personnes en réalité, il faut en principe toujours vérifier l'objet de la société. Vous avez vendu un bien à une société civile et vous n'avez pas regardé les statuts. Personne ne vous a posé la question des statuts, vous ne vous êtes pas posé la question des statuts. C'était avant de suivre un cours où on vous parlait de ça. Et donc, vous avez vendu un bien à cette société, vous avez été livré le bien, et maintenant on vous dit, ah ben non, nous on ne vous paye pas le bien, votre Zodiac, il faut revenir le chercher, et il est au siège, et ça veut dire que ça va vous coûter en frais de location de voiture pour tracter votre machin sur l'autoroute, ça va vous coûter finalement beaucoup d'argent, et vous n'avez toujours pas vendu votre Zodiac. Est-ce que vous voyez un argument pour dire que la vente était quand même valable? Oui? Faute de la société en face. Pourquoi faute de la société en face? Effectivement, c'est très juste. Elle devrait savoir, le dirigeant devrait savoir ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire. Mais s'il y a une faute, est-ce que c'est une faute de la société ou est-ce que c'est une faute du dirigeant seulement? En tous les cas, l'acte, même si on peut dire qu'il y a une faute, ça veut dire que l'acte, on reconnaît qu'il n'est pas valable. La responsabilité civile, ça va être un peu la sanction subsidiaire. Nous, on aimerait bien quand même que l'acte soit valable et que la société nous paye le prix qu'elle s'est engagée à payer. Qu'est-ce qu'on pourrait invoquer comme argument issu du droit des contrats? Vous avez cru qu'elle pouvait acheter votre Zodiac, cette société? Oui? La bonne foi, effectivement. Mais plus que la bonne foi, c'est effectivement vous avez cru légitimement à quelque chose. Mais là, vous avez cru à quelque chose qui n'était pas vrai en réalité, oui. L'erreur, alors si vous dites j'ai fait une erreur, mais j'ai fait une erreur de bonne foi, je suis en train de vous amener vers le mot qu'il me manque, la théorie de
Oui, la théorie de l'apparence. En principe, quelqu'un, alors c'est ni erreur, ni réticence dolosive que je vois passer, ni la violence, en principe, un représentant n'engage le représenté que s'il est dans le cadre des pouvoirs que lui a donné le représenté. Donc, quelqu'un qui donne mandat à quelqu'un d'autre pour vendre un de ses biens, la vente n'engage le représenté que si ça rentre dans le pouvoir qu'il a donné. Mais, exceptionnellement, ces actes, les actes faits en dehors des pouvoirs peuvent engager le représenté si vous pouvez établir que, légitimement, le tiers a pu croire que les pouvoirs étaient plus larges que la réalité. Par exemple, ça peut être le fait qu'il a envoyé un message au représenté, le représenté n'a jamais répondu. Ça peut être le fait qu'un collaborateur du représenté lui a donné confirmation de ce que le pouvoir couvrait aussi l'acte en question. Il s'est trompé, il n'a pas vérifié, mais ça fait partie des éléments qui font qu'on a pu se tromper. Et donc, si l'erreur est légitime, alors on peut invoquer la théorie de l'apparence. Et même si on est en dehors des pouvoirs du représentant, on peut engager le représentant. Mais ça, c'est par exception, puisque par principe, l'acte fait en dépassement de pouvoir est inopposable au représentant. Et l'objet social, le dépassement d'objet social, c'est un peu ça. Vous faites faire à la société des actes qu'elle n'est pas programmée pour faire, entre guillemets, des actes qui ne sont pas dans son domaine d'intervention. Pourquoi est-ce que ça ne marche sans doute pas, la théorie de l'apparence avec les sociétés? On n'a pas encore vu le registre du commerce et des sociétés. Mais voilà, il y a un registre public dans lequel vous pouvez, ou par lequel vous pouvez consulter les statuts de toute société. Certes, c'est une démarche à faire, certes, ça coûte quelques euros, mais vous pouvez consulter les statuts, enfin, sauf pour les sociétés qui ont mis leur statut sur un site internet, mais vous avez des sites exploités, c'est des sites commerciaux en réalité, du type Infogreffe, qui sont des sites exploités par les greffes des tribunaux de commerce et qui vous donnent accès pour quelques euros aux statuts et aux autres documents des sociétés. Donc, vous pouvez avoir accès à ce document qui est les statuts et vous pouvez regarder la clause objet social. Ça, c'est le principe. Une société n'est engagée que par les actes qui sont dans son objet social. Et puis, vous comprenez quand même que ce principe, il rend les choses assez compliquées. À chaque fois que vous traitez avec une société, il faudrait lui demander ses statuts pour regarder si elle avait le pouvoir d'accomplir ou non l'acte. Ce principe, il n'est pas maintenu pour les sociétés à responsabilité limitée et pour les sociétés par action. C'est là encore l'influence du droit européen qui explique cela. Si je prends la société à responsabilité limitée, il y a un article L223-18 du Code de commerce qui nous dit quoi? Qui nous dit plein de choses, mais qui dit, dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, d'accord? Mais on nous dit surtout, la société est engagée, même par les actes du gérant, qui ne relèvent pas de l'objet social. Donc une SARL, quand elle fait un contrat, si vous êtes un tiers, vous
n'avez pas à regarder si l'acte est ou non dans l'objet social. Donc là, c'est le principe opposé à ce qu'on a vu. La société est engagée, même par les actes, qui sont en dehors de l'objet social. Pardon, excusez-moi, et vous me le rappelez, l'un d'entre vous me le rappelle, j'ai oublié un élément je vous parlais du registre du commerce et des sociétés. Pour vous dire, je ne crois pas l'avoir dit assez clairement, que la théorie de l'apparence, ça va moins marcher. J'ai dit vous pouvez accéder au statut, mais l'utilité d'accéder au statut, c'est pas très commode d'aller regarder les statuts pour chaque acte. Mais vous comprenez que c'est plus compliqué d'invoquer la théorie de l'apparence si, à tout moment, vous pouvez prendre connaissance de la clause objet social des statuts d'une société. C'est pour ça que je vous parlais du registre du commerce et des sociétés. Voilà. Pour les sociétés SARL et sociétés par action, on a une règle différente qui est que, par principe, la société est engagée, même par les actes qui sortent de l'objet social. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour accélérer les relations avec ces sociétés. Vous n'avez pas à aller à chaque fois regarder les statuts d'une société qui est une SARL ou une SAS ou une SA pour savoir si l'acte est ou non dans son objet social. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça accélère le commerce, ça accélère les relations que vous pouvez avoir avec ces sociétés. Mais attention, il y a une nuance, une dérogation. On vous dit quoi? On vous dit la société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. La société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Et on précise, la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. Donc c'est pas parce que les statuts sont publiés que, automatiquement, tout le monde est de mauvaise foi, tout le monde est censé connaître l'objet social et le dépassement d'objet social. Est-ce que c'est clair cette différence entre les sociétés de personnes, d'un côté, elles ne sont pas engagées par les actes qui sortent de l'objet social, donc il faut à chaque fois aller regarder leur statut pour voir si l'acte est ou non dans l'objet social, ou demander aux dirigeants de nous communiquer les statuts, ou au moins de nous affirmer que les statuts permettent bien cela. Et les sociétés de capitaux et les SARL, donc sociétés par action et SARL, pour lesquelles le principe c'est que même si on est en dehors de l'objet social, la société est engagée, sauf si on peut prouver que le tiers avait connaissance du dépassement d'objet social. Et ça vaut dans les relations avec les tiers. Si je suis un associé de SARL ou un actionnaire et que je vends à la société un bien qui n'a rien à voir avec son objet social, je ne peux pas demander l'exécution de l'acte si on me dit « non, désolé, on est en dehors de l'objet social ». Parce que cette règle-là, elle ne vaut qu'à l'égard des tiers, donc pas les associés, pas les dirigeants. Oui ? Si par exemple, il y a une entreprise qui vend des Zodiacs et qui en vend tout le temps et qui en vend des milliers même par jour, et que là, il y a une entreprise civile qui lui achète la chose, est-ce qu'il faut que dans son contrat, elle stipule une clause, par exemple, qui dirait que la société est réputée avoir toutes les capacités nécessaires Oui, absolument. Votre question, donc, c'est une société qui vend des Zodiacs, par exemple, c'est son activité, société commerciale qui produit ou achète ces bateaux et les vend. Elle vend à une société civile, il y a un client qui se présente, qui dit « je suis gérant de la société civile immobilière Intel ». C'est peut-être une société qui a un immeuble en bord de mer, une résidence en bord de mer, et on veut acheter un bateau pour la famille. C'est peut-être aussi une société du 5e arrondissement de Paris qui n'a absolument pas le pouvoir de faire ça.
Eh bien, normalement, la société qui vend les zodiacs devrait vérifier les statuts du client pour vérifier qu'il a le pouvoir de le faire. Peut-être qu'en pratique, pour une vente qui est de quelques milliers d'euros, on ne va pas le faire. Mais au moment de faire une vente qui va être beaucoup plus importante, si c'est un lot de zodiacs par exemple qu'on vend, la société qui vend a intérêt à regarder. Oui. Est-ce qu'on peut s'exonérer du dépassement d'objet social ? C'est une très bonne question que vous posez. Est-ce qu'on peut s'exonérer du dépassement d'objet social ? Les associés d'une société civile, par exemple, peuvent modifier les statuts et ils peuvent, à certaines majorités, prendre les décisions pour des actes qui dépassent les pouvoirs du dirigeant. Donc, avec une autorisation des associés, oui, ça serait possible. Mais le dirigeant tout seul, à mon avis, ne pourrait pas dire « Sachez que l'acte dépasse l'objet social, mais que je le fais quand même, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Je ne crois pas qu'en faisant ça, il conforte, à mon avis, il engage sa responsabilité à coup sûr, mais si la société civile décidait derrière de ne pas exécuter l'acte, elle pourrait se prévaloir du fait que, en faisant ça, le dirigeant a porté à la connaissance du tiers le dépassement d'objet social. En plus, il a rendu le tiers de mauvaise foi. Donc le tiers est d'autant moins excusable, mais on parle dans notre exemple d'une société civile, donc le tiers déjà ne peut pas demander l'exécution de l'acte s'il est en dehors de l'objet social. La question que vous posez ici, pourquoi est-ce que c'est différent pour les SARL et les sociétés par action ? Alors déjà, c'est différent parce que les textes le prévoient. Droit européen, la directive sur les nullités a imposé qu'on mette dans notre code de commerce pour les SARL et les sociétés par action cette règle. Et l'explication, elle tient au fait que on est dans des sociétés, SARL et sociétés par action, où les associés ont une responsabilité limitée à leurs apports. Ils peuvent perdre leurs apports, mais ils ne sont pas garants des dettes de la société. À la différence des sociétés civiles et des autres sociétés de personnes. Donc c'est moins dangereux pour les associés, et ça peut justifier qu'on aille plus vite, et que le dirigeant ait plus de pouvoir pour engager la société, et qu'on n'oblige pas le tiers à aller faire cette vérification. Voilà la raison d'être de cette règle particulière aux SARL et aux sociétés par action. En matière de capacité des personnes morales, il faut simplement faire encore un point sur la réforme du droit des contrats parce qu'elle est venue poser quelques difficultés, cette réforme du droit des contrats. Vous avez l'ordonnance du 10 février 2016 qui avait eu la bonne idée de s'intéresser à la capacité des personnes morales. Et donc, l'ordonnance du 10 février 2016, la sanction de l'acte qui dépasse l'objet social, c'est la nullité de l'acte. L'acte n'engage pas la société, on le verra quand on verra les pouvoirs des dirigeants, mais la sanction, c'est l'acte est nul. En matière de capacité des personnes morales, l'ordonnance du 10 février 2016 a donné une règle, ou avait donné une règle, parce que ça a été modifié par la loi de ratification. L'ordonnance avait dit quoi ? L'ordonnance avait dit que la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet. Le texte précisé tel que défini par leur statut, etc. Mais on nous disait, une personne morale, ça ne peut faire d'acte, sa capacité est limitée aux actes qui sont les actes utiles à la réalisation de leur objet. Est-ce que c'était une bonne solution de faire ça ? Ça semble assez logique de dire une société, ça peut faire les actes qui rentrent dans son objet social. A
Après tout, le Code civil donnait une règle, et puis pour les SARL, on avait une dérogation, celle que je vous ai indiquée, en disant pour les SARL, les actes, même en dehors de l'objet, engagent la société. Mais où était le problème, le gros défaut de ce texte en réalité? Les sociétés qui ont un objet social trop étroit, est-ce que ça leur posait un problème? Enfin, elles l'ont. Si vous avez un objet qui est très réduit, vous avez un problème parce qu'il vous faut des décisions des associés pour autoriser très souvent les actes que fait la société. Ça, c'est un problème. Mais on l'avait aussi avant et on l'a toujours après ce texte 1145 du Code civil. Mais où était le gros défaut de ce texte? Oui? Exactement. Comment savoir si un acte est utile à une société? Je pense que la personne qui avait écrit ce texte avait en tête les actes qui entrent dans l'objet d'une personne morale. La capacité d'une personne morale lui permet de faire les actes qui entrent dans son objet. Et puis quelqu'un lui dire, dis donc, c'est toi qui as écrit les actes qui rentrent dans l'objet, c'est moche, on rentre dans le bar, mais on ne rentre pas dans l'objet, donc tu vas me changer ça, tu vas me mettre un beau mot. Et l'autre a écrit les actes utiles à la réalisation de l'objet. Regardez comme ça coule bien, les actes utiles à la réalisation de l'objet. Sauf que en faisant ça, ça permet à une société qui a fait un acte de dire après, mais finalement, le Zodiac que j'ai acheté là, on ne s'en sert pas beaucoup. Hein. En 5e arrondissement, il y a la Seine à côté, certes, mais c'est dur à traîner le long de la rue Saint-Jacques. Donc, c'est pas utile, désolé, on ne paye pas. Mais ça pouvait valoir pour un tas de trucs. Le système informatique que vous avez installé, 500 000 €, plusieurs immeubles connectés, etc. Ben oui, mais finalement, vous savez, on préfère se voir dans le hall, devant la machine à café. Donc, c'est pas très utile, donc on ne paye pas. C'était merveilleux comme système parce que ça permettait finalement de ne payer que les choses vraiment utiles. Vous savez, c'est quand même un concept qu'on rencontre de plus souvent. Payer ce que vous avez envie de payer. Très bien, pas de problème. Bon, enfin, il ne faut pas en abuser de ce système-là parce que, évidemment, payer ce que vous avez envie de payer, vous pouvez, je ne suis pas sûr que vous allez vous enrichir beaucoup comme ça, mais ce système de mettre un critère d'utilité, c'était vraiment pas une bonne idée parce que ça revenait à donner un argument aux sociétés pour refuser d'exécuter une obligation, puisque seul l'acte utile était dans la capacité des personnes morales, un acte inutile, a contrario, la société n'avait pas la capacité de le faire et elle pouvait en demander la nullité, elle pouvait en demander l'annulation. Donc il y avait un risque que les tiers, en plus de se voir opposer des refus de paiement parce que la société n'a pas les moyens, parce que la société trouve que la prestation n'est pas bonne, la société pouvait aussi leur dire mais finalement ça n'est pas utile et vous comprenez que ça fragilisait beaucoup la sécurité juridique des contrats. Voilà pourquoi la loi de ratification du 20 avril 2018 est passé par là et a modifié l'article 1145 Le texte dit désormais que la capacité des personnes morales est définie par les textes spéciaux applicables à chaque personne morale. Ce qui n'est pas extrêmement utile. Non, c'est pas ici, c'est là-bas. Mais bon, après tout, c'est bien de savoir que le Code civil a pensé à la capacité des personnes morales, même si c'est pour vous dire qu'il faut aller voir à d'autres endroits que dans le texte sur la capacité. Il faut aller voir dans le régime de chaque personne morale. Donc, voilà une modification qui est quand même une modification bienvenue, parce que sinon, ça faisait vraiment un argument trop facile
pour une personne morale. Et puis même, imaginons que le dirigeant me jure que l'acte va être super utile à la société qu'il dirige. On livre nos milliers de zodiacs qu'ils ont achetés, on attend le paiement, ça ne vient jamais, alors on a reçu un acompte. Mais non, on ne nous paye pas le solde et en plus on nous demande de rendre l'acompte. Alors on dit mais ça va pas, non? Et on nous dit, on appelle le dirigeant. Oui, allô, passez-moi monsieur le gérant de la société civile. Ah, c'est madame la gérante maintenant? Mais comment ça se fait? Oui, le dirigeant a changé. Il vous avait dit que c'était utile à la société? Ah mais non, ça n'est pas utile du tout. Et en réalité, le fait que le dirigeant vous dise que c'est utile, ça ne change rien, parce que le dirigeant commet peut-être une faute en disant ça, mais il ne rend pas l'acte utile. Certes, vous êtes peut-être plus de bonne foi, si je veux dire, de meilleure foi, en ayant demandé l'avis du dirigeant, mais si c'est une question de capacité, le dirigeant ne peut pas rendre la société capable alors qu'elle n'était pas capable de faire l'acte si le critère c'était l'utilité. Donc, bravo aux auteurs de la loi du 20 avril 2018 d'avoir écarté cette règle d'utilité qui était franchement pas une bonne chose. Ça, c'était sur la capacité, et je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Deuxième effet essentiel dans les effets principaux de la personnalité morale, après la capacité, c'est un grand B, c'est l'attribution d'un patrimoine. Vous savez que le patrimoine, ça a deux sens. C'est le sens courant, le patrimoine, avoir du patrimoine, ça veut dire des biens, mais là, ce n'est pas le sens courant, là, c'est le sens juridique. Donc le patrimoine, comme vous le savez, vous l'avez déjà étudié, c'est une construction juridique. Toute personne juridique a un patrimoine. Donc si la société est une personne morale, la société a un patrimoine. Le patrimoine, c'est une notion qui n'a pas d'équivalent dans d'autres systèmes juridiques, mais ça désigne l'ensemble des droits et des obligations d'un sujet de droit. On peut dire que c'est le réservoir. Comment ça, je n'ai pas été clair sur la sanction de l'acte? C'est vrai, alors c'est vrai, oui, je reconnais, je n'ai pas été clair. Voilà, vite, interrompez tout, clic. Non, bon, plus sérieusement, dans le code de commerce ou dans le droit des sociétés plus largement, un acte qui est fait en dehors de l'objet social, c'est un acte nul. Dans le code civil, dans la partie droit des contrats, un acte qui est fait par un représentant sans pouvoir, ce n'est pas un acte nul, c'est un acte inopposable. Donc, un acte hors objet social, par principe, c'est un acte nul. Parce que, je crois, le droit spécial des sociétés doit déroger au droit commun, au droit général du code civil. Voilà. Donc, j'étais sur le patrimoine. Et donc, le patrimoine, je disais que c'est le, avec des guillemets, mettez des guillemets quand vous écrivez ça dans vos copies, le réservoir des droits et obligations, c'est le réservoir, toujours avec des guillemets, dans lequel vous mettez, en tant que sujet de droit, les droits et obligations que votre capacité juridique, premier effet principal de la personne morale, vous a permis d'acquérir, de contracter, de recevoir. Donc je fais un contrat parce que je suis une personne juridique. Ce contrat fait naître des droits, ce contrat fait naître aussi des obligations. Eh bien, ces droits et ces obligations vont dans le patrimoine de moi, sujet juridique. Si je suis une société, c'est la même chose. L'intérêt de constituer une société, souvent, c'est précisément ce patrimoine. Parce que, comme on met, je le dis tout simplement, mais comme on met les droits et obligations de la société dans son patrimoine, on ne les met pas
dans le patrimoine des associés ou du dirigeant. Si la société fait travailler des salariés, qui conclut le contrat de travail? C'est la société. Donc, l'engagement, la dette des salaires, elle est dans le patrimoine de la société. Si on veut emprunter de l'argent pour l'activité, qui va emprunter l'argent? La société. Donc, c'est le patrimoine de la société qui, dans sa partie passive, a l'obligation de rembourser le banquier. Et dans un patrimoine, l'actif sert à payer le passif. Ça veut dire que ce ne sont que les biens de la société qui payent les dettes de la société. C'est ça l'utilité d'avoir constitué une société. C'est qu'on peut mettre dans un patrimoine à part, protégé, isolé, on peut y mettre les biens de la société, mais on peut y mettre surtout les dettes de la société et les risques attachés à l'activité de la société. Le principe, c'est l'autonomie du patrimoine de la société. Si la société est une personne morale, elle a un patrimoine qui n'est qu'à elle, et elle supporte seule ses dettes. Ce sont ses dettes, SES, ce sont les dettes à elle, la société, et elle paye ses dettes avec ses propres biens, avec ses biens à elle. C'est comme ça que ça doit se passer. Est-ce qu'on peut aller demander aux associés ou aux gérants de payer les dettes de la société avec leurs biens? Voilà, dans le cadre d'une société à responsabilité illimitée, oui, sous certaines conditions, mais je prends la société civile par exemple, c'est l'article 1857 du Code civil qui nous intéresse. On nous dit quoi? On nous dit, à l'égard des tiers, les associés, donc article 1857 du Code civil pour la société civile, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales. Je vous passe les conditions de ça, on en reparlera, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la société ne paye pas ses créanciers, l'emprunt qu'elle a fait, la victime du bout de toit qui est tombée sur le passant malchanceux, eh bien, si la société ne paye pas, ça vaut aussi pour la société en non collectif. Et ne vous excusez pas d'avoir dit que j'étais pas clair, je vois sur l'écran, cher monsieur, c'est pas grave, on est là pour discuter. Donc, la société en non collectif, c'est une autre société à responsabilité illimitée, c'est l'article L221-1 du Code de commerce cette fois-là. Il y a une responsabilité plus forte encore parce que c'est une responsabilité solidaire, à la différence de la société civile où on partage les recours entre les associés. Dans la société en non collectif, on peut demander à chaque associé l'intégralité de la dette de la société si elle ne paye pas. Mais ça, c'est des obligations qui sont des obligations de garantie. La loi nous dit, si la société ne paye pas, on peut aller chercher les associés. C'est des garanties prévues par la loi. On peut avoir aussi des garanties qui naissent par le contrat. Le plus fréquent, c'est le contrat de cautionnement. Quand on se porte caution, on s'engage à payer si quelqu'un ne paye pas sa dette. Vous l'avez peut-être vécu, vous êtes locataire et on va vous demander, parce qu'on ne pense pas qu'un étudiant en droit a un revenu régulier, on va vous demander de fournir le cautionnement, généralement de vos parents. Bon, ben, ça veut dire que si vous arrêtez de payer votre loyer, eh bien, c'est sur le compte de vos parents que l'on va débiter le loyer du mois prochain. Normalement, c'est votre dette.
Donc il n'y a que votre patrimoine qui garantit cela. Mais là encore, par un contrat particulier, et on peut avoir la même chose pour une société. Papa, maman, vous avez été tellement gentils de vous porter caution pour les loyers du studio. Est-ce que vous accepteriez de faire pareil pour l'emprunt de ma société, la start-up que j'ai créée? Là, il y a un petit financement de 10 millions d'euros et les échéances vont commencer à tomber bientôt, donc ça serait sympa de vous porter caution. Mais bien sûr, ma chérie, 10 millions quand même. Bon, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est aussi c'est le même contrat de cautionnement qui va jouer pour garantir que le locataire du studio paye son loyer et pour garantir que la société rembourse son emprunt ou paye d'autres choses. Quelqu'un demande, le contrat de cautionnement n'est-il pas un pacte léonin? C'est un contrat qui est un contrat dangereux pour celui qui le signe, ça c'est certain, parce que c'est un contrat qui oblige à payer la dette de quelqu'un d'autre. Donc déjà en soi, on peut se demander pourquoi on le fait, mais on le fait soit pour rendre service à quelqu'un de sa famille ou à un ami, on le fait aussi des fois contre rémunération. Personne ne veut se porter caution pour vous, eh bien les banques peuvent peut-être le faire. C'est un service qu'une banque peut vous fournir, d'autres entreprises de ce type, mais c'est un service qu'on va vous faire payer et qu'on va vous faire payer d'autant plus cher que votre situation sera... on ne va peut-être même pas vous le fournir si on se dit que vous n'avez aucun moyen de rembourser, bien sûr. Et puis c'est un contrat qui est aussi dangereux, vous le verrez quand vous ferez du droit des sûretés, c'est un contrat qui est d'autant plus dangereux que vous engagez, mais vous ne payez pas tout de suite. Si on vous dit... vas-y, porte-toi caution, écoute, c'est juste une petite signature là, tu donnes ton RIB, et puis tout va bien, tu n'as rien à payer. Bon, mais bien sûr, si le locataire ne paye pas le mois prochain, les loyers vont commencer à être prélevés les uns après les autres sur le compte de la caution. Donc, c'est un contrat qui est un contrat dangereux. Et voilà pourquoi le Code de la consommation demande, quand c'est une personne physique qui se porte caution des dettes envers un professionnel du crédit, on demande qu'il y ait des mentions particulières pour ces... je n'ai plus la référence, mais je vous la donnerai. En tous les cas, on demande dans cette situation qu'il y ait une mention manuscrite attestant que celui qui se porte caution a bien pris conscience de la gravité de son engagement. Mais je vous parle de cela parce qu'on est en train de parler du patrimoine de la société. Si la société est une personne morale, par principe, il n'y a qu'elle qui est tenue de ses dettes. Ça, c'est le principe. Le problème, c'est que soit la loi, mais c'est des formes particulières de société, et il n'y a pas de souci, c'est prévu par la loi, mais surtout, les créanciers, les banques notamment, ont tendance, je dis le problème, pour les banques, ce n'est pas un problème, c'est une pratique. Mais le problème, il y a le principe. Le principe, c'est seule la société paye ses dettes. La réalité, c'est que dans beaucoup de situations, la banque n'accepte de prêter à une société que si les associés et ou les dirigeants se portent caution des dettes de la société. Donc même si la loi ne le prévoit pas, beaucoup de sociétés à responsabilité limitée sont à l'égard des créanciers, banques notamment, sont des sociétés à responsabilité illimitée parce que par contrat, on a prévu que telle ou telle dette de la société devrait être payée par le dirigeant ou par les associés. Mais normalement, le dirigeant ou l'associé n'a pas à payer les dettes qui sont dans le patrimoine de la société. C'est pour ça, et j'arrêterai sur le patrimoine là, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une société personne morale parce qu'il y a plein de dettes qui peuvent naître sans qu'on ne contrôle leur naissance. Toutes les dettes de responsabilité civile délictuelle, si on a créé une société personne morale, elles naissent dans son patrimoine.
Si c'est une société qui est propriétaire de l'immeuble, quand un bout de mur se détache et blesse quelqu'un, c'est le patrimoine de la société qui va être mis en cause. Ce n'est pas l'immeuble des associés. Ça vaut aussi pour la responsabilité contractuelle. On a une société qui commercialise de la nourriture. Si les gens s'empoisonnent avec la nourriture, peut-être qu'il y aura de la responsabilité pénale ou en cas de faute grave civile des dirigeants. Mais par principe, celui qui est tenu de réparer le préjudice, c'est celui qui a vendu au client la nourriture et c'est la société. Ça, c'est le patrimoine de la société. Sur la notion de patrimoine, on a dit ce qu'il fallait dire. Sur le régime, vous avez compris qu'il y a un patrimoine à part, patrimoine de la société, avec les droits et les obligations de la société, patrimoine qui est distinct des patrimoines des associés et des dirigeants. Est-ce qu'un dirigeant peut prendre des biens qui sont dans le patrimoine de la société pour les utiliser pour lui ou pour un associé, pour des besoins personnels? Réponse non, parce que les biens qui sont dans le patrimoine de la société doivent être utilisés dans l'intérêt de la société et on a ce délit d'abus de biens sociaux ou d'abus de confiance dont on a déjà un peu parlé, qui sanctionne le dirigeant qui utilise les biens de la société dans son intérêt personnel. Ça, c'était le paragraphe premier, les effets principaux de la personnification, capacité, patrimoine. On va commencer à parler, paragraphe 2, des effets secondaires. Alors, effets secondaires, je me rends compte en le disant que ça fait un peu médicament, mais c'est plutôt les effets les moins importants. Il faudra que je change ce titre. C'est plutôt les effets accessoires ou les effets... je trouverai un meilleur titre une prochaine fois. En tous les cas, ce sont des choses qui ne sont pas au cœur de la personnalité morale. Le premier élément dont on va parler, c'est la dénomination sociale. C'est le nom de la société. Alors, on vous en parle un petit peu lorsqu'on vous donne la liste des éléments qui doivent figurer dans les statuts de la société. Article 1835 du Code civil, on vous dit « Les statuts doivent être établis par écrit, ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation. » L'appellation, ça veut dire le nom de la société, sauf que les sociétés, on dit que on ne dit pas le nom, vous pouvez dire le nom en langage courant, mais il faut dire la dénomination sociale. Donc la dénomination sociale d'une société, c'est ce qui sert à l'identifier. Si une société n'a pas de nom, le risque c'est qu'on la confonde avec le dirigeant ou avec les associés. Donc l'utilité de la dénomination sociale, c'est d'éviter de confondre la société avec le dirigeant ou les associés. Si le dirigeant vient signer un contrat pour acheter des zodiacs au nom de la société, mais que la société n'a pas de nom, on ne sait pas du coup quel patrimoine est engagé. Est-ce que c'est le patrimoine du dirigeant ou est-ce que c'est le patrimoine de la société? Si le dirigeant ne dit rien, à votre avis, qui est engagé? C'est le dirigeant. Mais si le dirigeant indique bien qu'il agit en qualité de dirigeant de la société X, à ce moment-là, ça veut dire que, sous réserve que ça rentre dans l'objet de la société, mais ça veut dire que le contrat est conclu pour cette société et n'engage que cette société. Capacité, patrimoine, qui sont mis en action précisément parce qu'on a
parce qu'on a cette dénomination. Alors des fois c'est un peu compliqué parce que la dénomination, ça peut être Monsieur X, gérant de la société X. Ben, c'est important d'avoir dit dans l'acte si on agissait pour Monsieur X ou si c'était Monsieur X agissant au nom de la société X. S'il ne l'a pas dit, il engage son propre patrimoine. Donc cette dénomination, elle est utile. Normalement, toute société qui a la personnalité morale a un nom, a une dénomination. Une société sans nom, ça ne se rencontre pas, ou du moins les greffiers ne vont même pas accepter de l'immatriculer. Voilà, historiquement, vous avez la ville de Marseille qui à un moment a été punie, on lui a retiré son nom, mais même alors elle s'appelait la ville sans nom. Ça fait un peu bizarre, mais c'était quand même une forme de nom finalement. C'était au moment de la Révolution, je crois que c'était en 1794. En tous les cas, je referme la page d'histoire et on va s'interroger dans les quelques minutes qui nous restent sur le choix de la dénomination. Comment est-ce qu'une société peut choisir son nom? Est-ce qu'elle doit s'appeler forcément avec le nom d'un ou plusieurs associés? Ou est-ce qu'elle peut choisir de s'appeler la société la plus forte ou la société déterminateur du droit? Pour une société d'avocats, ça serait pas mal d'appeler notre société comme ça. Bon. Le principe aujourd'hui, c'est qu'une société est libre de choisir sa dénomination sociale. À un moment, mais je passe la page histoire du droit, certaines formes de société devaient avoir ce qui s'appelait une raison sociale. Je le dis parce que la loi parle des fois encore de ça, parce que les textes n'ont pas été mis à jour. Raison sociale, pour certaines sociétés, qui étaient des sociétés de personnes, c'était le nom d'un ou plusieurs associés, avec éventuellement inscrit derrière et associé, pour qu'on comprenne que ce n'était pas Monsieur X, Monsieur Y, mais Monsieur X, Monsieur Y et associé. C'est pas éventuellement, il y avait forcément marqué et associé. Ça voulait dire que c'était la société où il y avait Monsieur X et Monsieur Y. C'était uniquement dans des sociétés de personnes pour mettre en avant certains associés et pour faire comprendre que c'était une société de personnes et pas une société de capitaux. Ça, c'était cette notion qu'on appelle raison sociale, et aujourd'hui, vous pourriez encore avoir une société, mais c'est plus obligé. Une société pourrait décider de s'appeler Société Monsieur X, Madame Y et associés. Si Monsieur X et Madame Y sont super connus dans leur milieu professionnel, ça a un sens de les mettre en avant dans le nom de la société. Aujourd'hui, pour les sociétés, le principe, c'est qu'on peut choisir librement sa dénomination sociale. Ça veut dire, il y a plusieurs sortes de dénominations sociales. Soit c'est le nom d'une personne physique, et on verra qu'il faut encore avoir le droit d'utiliser ce nom. Donc on peut choisir le nom d'une personne physique. Est-ce que je peux m'appeler société, je ne connais pas Maître Dupond-Moretti, mais je me dis que quand même son nom pour un cabinet d'avocats, ça claque pas mal, donc on va s'appeler cabinet Dupond-Moretti. Peut-être qu'il ne sera pas d'accord, mais on ne l'embête pas, on ne fait qu'utiliser son nom. Et puis d'ailleurs, on ne va pas dire Maître Éric Dupond-Moretti, on va appeler la société Dupond-Moretti. Bon, personne ne s'appelle ni Dupond ni Moretti dans notre cabinet d'avocats, mais on va l'appeler comme ça. Et puis on va mettre, je crois que c'est Dupond, lui, avec un D, on va mettre un T à la place, comme ça c'est bon, personne ne va confondre. Hein. Oui, on fait du droit pénal, pourquoi bon. Bref, donc, on peut utiliser le nom d'une personne physique, mais on va voir qu'il faut avoir le droit de le faire. On peut décrire l'activité de la société, c'est très fréquent. Société de banque du Nord, une société crédit du Nord,
c'est une société qui fait des activités de crédit et qui est au nord, par hypothèse. Société de transport de ceci, alors société de transport Dupont, première et deuxième méthode, et puis dernière méthode possible, on peut choisir un nom de fantaisie, société de transport Flash. Vous êtes Monsieur Flash? Non, mais on est super rapide, donc on a pensé que Flash était pas mal. Voilà, donc ça c'est 3 méthodes pour donner un nom à une société. On va voir, mais on verra ça lundi prochain, dans quelles conditions on peut choisir ce nom lorsqu'il est déjà utilisé ou pourrait l'être par une autre personne, y compris à titre de marque. Merci de votre attention soutenue, chers amis. Merci à vous aussi.